Hello, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai un casque avec un micro parce que je vais faire une vidéo React, donc c'est la première. Et le sujet, ce sera sur la sous-location professionnelle. Donc déjà, je m'excuse parce que j'ai la voix un peu éraillée parce que je suis un petit peu malade et enrhumée. Donc si je parle du nez au lieu de dire des mots en M, je les prononce en B, veuillez m'en excuser d'avance. Et je tiens aussi à cadrer les choses dans cette vidéo. Ce n'est pas de descendre la personne, de dire des choses méchantes, etc. Je vais tout simplement réagir à ses propos avec ma manière, tout simplement, en disant effectivement je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et à partir de ça, eh bien on va commenter peut-être plusieurs vidéos. Là, le sujet sera en tout cas sur la sous-location professionnelle. Donc, let's go. Dans cette vidéo, je vais tenter de rester très calme parce que je vais aborder des sujets qui me fâchent, mais vraiment qui me fâchent. Cette vidéo, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent devenir rentiers rapidement, des personnes qui souhaitent dès que possible là, générer des revenus passifs grâce à leurs futurs investissements, des personnes qui ne savent peut-être pas encore dans quoi investir et surtout toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier en pensant devenir rentier. Il faut absolument que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis pas que j'ai la science infuse, je vous dis pas que je sais tout sur tout, mais en tout cas ce que je vais vous dire, c'est mon avis sur le sujet, qui je suis pour vous dire ça, qui je suis pour vous donner mon avis sur comment devenir rentier grâce à l'immobilier. Je m'appelle Olivier, je suis devenu rentier grâce à l'immobilier locatif et aujourd'hui je dis stop l'immobilier. Tu ne dois plus rentrer dans le marché de l'immobilier locatif si ton objectif c'est de devenir rentier de l'immobilier. Bon, on voit que là, Olivier est très remonté, il a pas mal de choses à dire, donc on va l'écouter. On voit qu'il en a marre de certaines choses qu'il peut voir ou entendre, certainement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Ça peut s'entendre, il y a beaucoup de bullshit, donc ça va être, je pense, très intéressant. C'est parti, on continue. Immobilier. Alors je sais que je vais pas me faire que des amis sur cette vidéo, d'ailleurs je pense même que dans cette vidéo c'est clairement Ah bah ce genre de vidéo, c'est sûr qu'on se fait jamais des amis, hein. De toute façon, est-ce que vraiment on a des amis sur les réseaux sociaux et sur YouTube? Il y a toujours des haters, donc ça c'est sûr. soit tu me zappes et tu me traites soit tu continues à regarder jusqu'au bout et tu vas t'abonner immédiatement à ma chaîne parce que mon discours t'intéresse et tu vas bien comprendre que je n'ai rien à te vendre dans l'immobilier et que mon but c'est vraiment de t'informer et de te dire la vraie vérité sur tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, je répète, le but n'est pas de descendre Olivier, mais de vraiment faire une critique constructive sur ce qu'il va nous apporter dans cette vidéo qui traite justement le nom de sa vidéo à Olivier, si vous voulez le suivre, c'est faire de la sous-location Airbnb et sous-location pour devenir rentier. Là, on a bien compris que lui, pour lui, c'est être rentier avec l'immobilier ou la location, c'est compliqué. Donc on va entendre ses propos. Je sais que là, il va faire un petit résumé assez long, donc je vais un petit peu avancer pour qu'on puisse avoir le contenu qui nous intéresse le plus possible. Ça devrait être à peu près ici, où je sais qu'il commence à parler de la sous-location. J'ai pas regardé toute la vidéo, c'est vraiment pour avoir un react très constructif et à chaud avec vous. Ok, sauf que, alors je suis pas allé suivre ce type de formation, donc j'aimerais développer un petit peu plus avec toi ce que j'en pense. À mon avis, ce que tu vas trouver à l'intérieur de cette formation, moi je te fais gagner du temps et de l'argent, mais après libre à toi d'aller te former sur le sujet si tu penses que c'est intéressant. Moi, à mon avis, si tu veux faire de la sous-location, ça va se passer de la façon suivante. Il va falloir que tu trouves un bien, donc chez un particulier et non pas chez une agence. Tu vas devoir dire au particulier, donc en fait le convaincre. Alors, j'arrête parce que personnellement, c'est vrai que au tout début, lorsqu'on commence à faire de la sous-location professionnelle, on ferme des portes avec les agences. Mais dernièrement, affaire à suivre dans les prochaines vidéos, ça peut être possible de faire une alliance avec les agences. Mais je laisse terminer. En lui disant voilà, aujourd'hui vous louez votre bien, par exemple votre studio, vous demandez 600 euros par mois. Eh bien moi monsieur, je vais vous le louer 700 euros par mois. Ça c'est convaincant. Du coup le propriétaire qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ah c'est super, attends moi j'en voulais 600 balles par mois et le type là en face de moi aujourd'hui il vient me voir, il me dit qu'il me donne 700 balles tous les mois. Mais c'est super, je signe tout de suite. C'est sûr qu'avec cet argument-là, certains propriétaires peuvent vous écouter un petit peu plus. C'est pas sûr qu'ils vont vous dire oui, mais ils vont tendre un peu plus l'oreille. Après, tout dépend de la manière dont vous annoncez ça, mais effectivement, le fait de pouvoir réévaluer le loyer, ça peut être un argument. Ok, sauf qu'il y a un truc, il y a anguille sous roche, forcément, il y a un compromis dans l'histoire. Ok, tu lui proposes pas 100 balles de plus, comme ça, pour lui faire plaisir. Tu vas lui dire, mais alors attention. Donc forcément, le propriétaire va demander c'est quoi le piège? À condition que, et la condition est la suivante, c'est que dans le bail, vous me mettiez avec autorisation de sous-location. Ben ouais, comme ça, en fait, le mec, tu lui payes tous les mois 700 euros, tu es son locataire, et toi, tu vas faire de la location à côté, optimisée, pour empocher bien plus que 700 euros. Effectivement, c'est un contrat qu'il faut vraiment bien ficeler, qui prouve encore une fois que c'est de la sous-location professionnelle, donc il faut quand même qu'il y ait un contrat et un accord explicite du propriétaire pour pouvoir faire de la sous-location professionnelle, ce qu'il est en train d'expliquer. Donc en fait, c'est comme si tu louais un local commercial, d'accord? Sauf que tu fais ça un peu underground avec une nouvelle technique qui est apparemment parfaitement légale. C'est même pas apparemment, je vais te le dire, c'est parfaitement légal. Tu peux faire de la C'est légal, hein, si les choses sont bien cadrées. sous-location en toute légalité à partir du moment où le propriétaire t'a donné l'autorisation écrite dans le bail ou même en annexe du bail. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais alors attends. Alors,
je mets quand même une certaine nuance. Oui, c'est légal. Alors, à condition, effectivement, un particulier peut le faire avec son propriétaire, à la simple et condition que le loyer, lorsqu'il va relouer l'appartement, le logement, soit au même loyer que celui dont il paye actuellement. Ça, c'est quand on fait ça de façon en particulier. En étant professionnel, il faut avoir une structure. Forcément, qui dit professionnel, il faut forcément une structure, donc être une entreprise. Et ensuite, vous pouvez, avec l'accord explicite du propriétaire, effectivement, sous-louer le logement avec les prix que vous souhaitez, puisqu'il y aura un accord écrit et explicite, et notamment du coup après les mettre sur des plateformes Airbnb, Booking qu'on connaît de location courte durée. Si la valeur sur le marché elle est de 600 € par mois, toi tu vas lui donner 700 € tous les mois, comment tu vas faire pour dégager plus? C'est simple, il n'y a pas 50 000 solutions, surtout si c'est un studio. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la location saisonnière, tu vas faire de la location courte durée. Donc là c'est simple, tu vas te servir de Airbnb, Abritel, Booking.com, tout ça. Et là en effet, donc on arrive sur la 5e stratégie. Donc là, c'est ce que je vous disais, pour faire ce genre d'activité, il le précise pas, peut-être qu'il le précisera après, il faut être sur une structure. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment l'accord explicite et être dans une structure pour pouvoir faire ce type d'activité sur le long terme. Lorsque vous êtes en tant que particulier, vous ne pouvez pas relouer le logement sur des plateformes comme ça, sans l'accord du propriétaire, et en plus de ça, le relouer plus cher que ce que vous payez. À ce moment-là, ça peut être très frauduleux pour vous, litigieux, donc bien nuancer cela. Mais restons dans la 4e, donc dans la sous-location. Tu vas faire de la location de courte durée et tu vas atteindre, si tu fais les choses correctement, en tout cas si tu fais les choses au minimum aussi mal que moi, j'ai envie de te dire, tu vas atteindre les 25% de taux de rentabilité. C'est énorme. Il y en a plein qui font de la location courte durée qui n'atteignent pas ces 25%, mais je te le dis, c'est faisable. Moi, ça fait un bon moment que j'atteins ces 25% de taux. Alors après, tout est relatif. Faut voir où est-ce qu'il loue. Faut voir comment sont ses appartements, comment sont entretenus. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça va vraiment dépendre après du montant du loyer, des charges, etc. Donc là, après, on n'a pas trop ces chiffres, mais on peut faire plus. Taux de rentabilité tous les ans sur beaucoup plus. Chacun de mes 5 appartements. Donc qu'est-ce qui va se passer? Admettons que tu fasses rentrer, on va dire sur chacun de ces studios que tu loues 700 € au propriétaire, toi tu vas faire rentrer tous les mois 1400 €. C'est énorme. Là j'abuse vraiment sur les chiffres, mais c'est énorme. C'est énorme, mais c'est pas impossible quoi. Franchement, il suffit que vous ayez une réservation d'un mois ou voire plus. Forcément, c'est pas impossible. Les 1000 €, vous pouvez les faire. Ça dépendra encore une fois des prestations et du prix à la nuitée que vous proposez sur les plateformes. Ok, c'est super, mais il y a quelque chose à laquelle tu n'as pas pensé. Ok, donc là, tu donnes 700, tu fais rentrer 1004, d'accord? Sur ces 1004, bien sûr, tu vas devoir payer des impôts, tu vas devoir payer des gens pour faire les check-in, les check-out. Admettons que tu automatises, c'est-à-dire que les check-in, tu mets les clés dans un boîtier, donc ça te coûte rien, t'as personne à payer, tu te déplaces pas non plus, ok? Mais les check-out, à moins que tu aies un super robot ménager qui rentre dans l'appartement et qui fasse le ménage gratuitement, ok? En ma connaissance, les check-out, les ménages, c'est pas possible, c'est pas gratuit. Forcément, rien n'est gratuit dans la vie. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc forcément, de 700 € et ensuite de ça, faire un CA de 1400, forcément, il va avoir des retombées. Il va falloir quand même penser aux charges. Donc on va retirer de cette somme le loyer. Et forcément, si on automatise un minimum et qu'on fait appel à des prestataires de ménage, il faudra nécessairement compter là-dessus et il faut voir après les négociations qui seront envisagées. D'accord, donc tu vas devoir mettre ça. La gestion des cautions aussi. Soit tu prends pas du tout de caution et de temps en temps tu vas devoir mettre de ta poche, ok? Soit tu vas devoir... Ah, les cautions. Ça, c'est un grand sujet. Très, très grand sujet, les cautions. Et il faut être très réactif. Et il faut surtout pas dormir dessus parce que, comme il le dit, sinon, ce sera pour votre pomme. Gérer les cautions. Et là, ça va te bouffer soit du temps, soit de l'argent. Mais enfin... Après, encore une fois, du temps, oui et non. Tout dépend comment vous optimisez. Et maintenant, il y a vraiment beaucoup d'outils. On en parle notamment dans l'ISLP4. Compte. La chose, le petit secret, j'ai envie de te dire, c'est même pas un mensonge, mais c'est la chose que personne ne dit. En tout cas, sur toutes les publicités Facebook, Instagram que je vois. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit pas? Personne ne te dit ça. On te vend d'abord le hashtag devenir rentier de l'immobilier, mais on ne te dit pas la vraie vérité. On ne te dit pas ce qu'il y a au fond de cette stratégie. Parce que oui, alors on passe à la 5e stratégie, oui, en faisant de la location saisonnière, de la location de tourisme, de la location de très courte durée, tu appelles ça comme tu veux. Oui, en effet, tu vas dépasser les 20% de taux de rentabilité. Et donc, je peux te le dire, à partir du 5e studio, puisque moi, c'est ce qui m'est arrivé, dès que j'ai eu le 5e studio, je suis devenu rentier immobilier. Oui, c'est formidable. Mais donc, ce que l'on ne te dit pas, c'est qu'aujourd'hui, donc, il dit tout à l'heure qu'il n'était pas rentier grâce à l'immobilier, mais là, il a 5 appartements en location courte durée. C'est ce qui l'a permis d'être rentier. On va écouter la suite. Oui. Tu ne peux plus faire ça. C'est une stratégie qui n'est plus scalable. Tu ne peux plus la reproduire, la dupliquer à outrance. Ce n'est plus possible. Donc, si tu fais un 25% de taux de rentabilité sur un bien, c'est très bien. Tu vas arrondir bien grassement tes fins de mois, mais tu ne pourras pas devenir rentier. C'est pas en gagnant 700 balles tous les mois sur une opération immobilière locative.
Alors, scaler, ça dépend, parce que si on a 5, 6, c'est pas le nombre en vrai, nous, qui nous intéresse. En tout cas, nous, à G-House, c'est pas le nombre, mais c'est la rentabilité de chaque appartement. Si un appartement ne te rapporte pas suffisamment, il faut se poser des questions, il y a des réarbitrages. Après, il faut laisser aussi le temps de l'appartement de se faire, d'avoir une clientèle, d'être vu sur les plateformes. Donc, faut voir, encore une fois, comment est gérée l'organisation en interne. Que tu vas devenir rentier. Qui vit aujourd'hui avec 700 balles par mois? Et attention, quand je te dis 700 balles sur un bien, c'est sûr que ça va être compliqué et là, la diversification est très importante. c'est dans le meilleur des cas. C'est si vraiment tu as fait une super affaire, si vraiment tu es au top sur tous les plans, si ta stratégie de A à Z, elle est au top du top. Mais bon, admettons tu arrives à faire 700 balles par mois. Il va falloir au moins que tu en fasses 2 pour, on va dire. Le chiffre 1, on m'a toujours dit, jamais le chiffre 1. Demain, t'en as un, mais je sais pas moi, l'immeuble s'effondre, t'as plus rien. Donc, toutes tes charges que tu dois assumer, ce sera pour ta pomme. Donc, c'est sûr que jamais penser au chiffre 20. Une fois un installé, partir sur le deuxième, et ainsi de suite. Dans le meilleur des cas, sortir 1400 balles et pouvoir quitter ton boulot et ne vivre que de ça. Et voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, dans les plus grandes communes de France et même d'Europe, parce que c'est pas que la France qui est concernée, il faut arrêter de montrer la France du doigt et dire la France on nous empêche de faire du business, etc. C'est de partout, pareil dans toute l'Europe, tu n'as plus le droit de faire de la location de courte durée sur plus d'un seul bien. Je vais pas rentrer dans la technicité, je t'ai fait une autre vidéo à ce sujet où je te montre les documents, où je te montre les preuves de ce que j'ai reçu de la commune et de Booking.com, parce que moi je travaille avec Booking.com pour ce business de la location courte durée. Aujourd'hui, pour te faire très simple, dans des communes comme la mienne, tu es limité à un changement de destination par personne et par foyer. Donc là, je pense que cette personne ne parle plus de sous-location professionnelle, mais vraiment de la location courte durée. Il doit être dans une grande ville, à savoir certainement Paris, Nice, Cannes, dans ces secteurs-là où effectivement la location courte durée devient très compliquée. À l'époque où on pouvait donc devenir rentier grâce à l'immobilier locatif et grâce surtout à la stratégie de la location courte durée, on n'avait pas ces limites. Tu pouvais avoir 20... Parce que en tant que sous-loueur, cette problématique-là doit être réglée par le propriétaire, bien évidemment. Donc c'est un poids en moins. Donc là, c'est une problématique plus de propriétaire. appartements et tous les transformer en meublés de tourisme pour avoir l'autorisation de faire de la location courte durée et faire ton business en totale légalité. Sauf qu'il y a très peu de temps, on s'est reçu une restriction, c'est normal, tous les hôtels, les petits hôtels de ville, etc., ils se sont plaints, ils se sont solidarisés. Effectivement, les hôtels peinent parce que on prend beaucoup même de leurs clients. Enfin, voilà, c'est sûr que les gens préfèrent être dans un truc cocon ou sont limite dans un appartement que des fois dans des hôtels un peu piteux où le confort n'est pas très au rendez-vous, il n'y a pas de quoi faire à manger, donc c'est quand même un coût. Et là, on est sur une économie avec ce genre de plateforme Airbnb, Booking, etc. Et donc, ils ont obtenu gain de cause auprès du gouvernement. Je peux comprendre, c'est la même guerre qu'il y a entre les taxis et les chauffeurs Uber. Tu vois, c'est normal, chacun défend son beefsteak. Donc, quel courrier je me suis reçu ? Aujourd'hui, je n'ai droit qu'à faire que 3 changements de destination par foyer et non pas par personne. Donc ce qui veut dire que, admettons, tu as 3 biens immobiliers, 2 de ces biens, tu les as divisés, donc il reste toujours en un seul lot, ok ? Donc tu as 3 lots que tu peux changer pour lesquels tu peux changer la destination, donc tu peux les rendre meublés de tourisme. Et donc si sur ces 3, il y en a 2 que tu as divisés en 2, ça te fait 5 studios, ok ? 5 studios que tu loues en location saisonnière. Sur ces 5 studios, donc ça représente que 3 lots, donc tu as le droit en toute légalité de transformer donc ces 3 biens en meublés de tourisme, ok ? Donc ça c'est bien. À l'époque où j'ai eu cette autorisation, j'ai pu donc transformer ces 3 lots en meublés de tourisme. Donc j'ai le droit de faire de la location à la nuitée sur toute l'année, en toute légalité. Et cette autorisation, elle m'a été délivrée seulement pour 3 ans, renouvelable 2 fois. C'est-à-dire 3 ans, plus 3 ans, plus 3 ans. Donc théoriquement sur 9 ans. Donc là je suis encore dans mes 9 ans. Donc je profite encore allègrement de cette loi qui me donne ces droits. Ce que je comprends du coup, c'est que effectivement, et ça c'est ce qu'on dit dans les SLPA 4, il faut toujours avoir quand même une étude de marché. Après, ce qui est important aussi de savoir, c'est que des fois les gouvernements changent, les mairies changent, les maires changent, les politiques changent, et du coup, certains arrêtés changent aussi, certaines règles, et il faut être quand même à jour sur ça, sur ce qui se passe dans les endroits où vous voulez soit investir, soit vous faire de la sous-location professionnelle. D'exploitation. Donc je profite encore allègrement de ce business qui me rapporte 25% de taux de rentabilité. Mais il faut penser à demain. Parce que qu'est-ce que j'ai reçu dernièrement ? C'est fini le coup des 3 ans renouvelables 2 fois. Maintenant, la loi en vigueur dans les plus grandes communes de France, c'est un seul changement de destination par appartement et par... Là, je vais un petit peu avancer parce que nous, on veut vraiment rentrer sur le détail de ce qui l'embête dans la sous-location professionnelle. Donc, je vais un petit peu avancer pour voir ce qu'il dit. D'accord ? Waouh, j'arrête d'aller porter des assiettes et maintenant, je vis de mes revenus passifs. Ne sont pas si passifs que ça, ces revenus. Parce que même si tu optimises de A à Z tout ton business, c'est-à-dire que tu optimises tes check-in et tu optimises tes check-out, tu fais pas les ménages, il y a quand même une grosse partie du business, tu verras, qui sera très, très pesante. Par exemple, si tu... Alors oui, effectivement, que si t'es tout seul et que tu optimises tout ça, vaut mieux. Maintenant, encore une fois, ce qu'on aime dire, c'est qu'il faut être bien entouré. Donc trouver de vraies équipes avec qui ça match et avec qui vous allez négocier des prix qui vont être favorables pour votre business. Parce que forcément, si ça vous plombe, c'est que c'est pas bien négocié et forcément, ce n'est pas rentable.
travaille avec Booking.com, Booking.com ne gère pas la caution. Donc soit tu décides de... Alors, Booking.com, je ne sais pas à quel moment cette vidéo a été tournée, mais si, Booking.com gère maintenant les cautions. Donc il y a un montant alloué qui est certes pas hyper onéreux, mais dans notre initiation sur location professionnelle 4, il y a un onglet justement où je montre comment faire en sorte d'avoir une caution par Booking. Donc ça a été remédié, donc je ne sais pas depuis quand. En tout cas, moi, ça fait à peu près 3 ans que j'utilise cette caution de Booking qui est un petit peu dans les mêmes formalités que Airbnb. Un peu plus longue sur la gestion, il y a encore du taf à faire là-dessus, mais oui, ça existe en fait. Donc il faut juste bien fouiller. Les plateformes, en fait, tous les jours, elles évoluent, elles se développent. Donc tous les jours, il y a des nouveaux onglets, des nouvelles options qu'il faut vraiment aller regarder, fouiller pour pouvoir trouver. C'est comme ça que j'ai trouvé cette option de caution sur Booking. Donc non, il y a des options sur Booking. Pas prendre de caution, soit tu décides de prendre une caution, mais tu devras traiter en direct avec tes clients. Et effectivement, deuxième possibilité, c'est que vous pouvez demander des cautions aussi à vos voyageurs, mais c'est assez laborieux à demander des liquidités ou faire des PayPal. À partir de ce moment-là, nous, on a également mis en place, vous donner des outils ou des sites ou des entreprises qui proposent ce système de caution, encore une fois, qui est dans les SLP4, qu'on explique et que nous-mêmes nous utilisons maintenant, parce qu'on a pris maintenant des grandes maisons, et c'est vrai que la caution Booking, elle va jusqu'à 300 ou 250 €. Donc c'est pas énorme pour des grandes surfaces, pour des studios, ça peut encore faire l'affaire, mais pour le plus vraiment des grandes surfaces, puis il faut partir vraiment sur des choses plus pro. Et en même temps, c'est le jeu, j'ai envie de dire, c'est le jeu parce que vous faites plus de rentable, vous faites plus de bénéfices, donc il faut aussi mettre les moyens de, s'il y a un couac, d'être remboursé, et ils prennent une commission qui n'est pas si ouf que ça. Donc je pense que c'est à réfléchir et encore une fois à se poser des questions et à faire des calculs sur ce que ça peut nous revenir au final à la fin. Je t'assure que traiter en direct avec des clients du monde entier qui ne parlent pas tous forcément l'anglais, d'accord, pour leur demander ne serait-ce que 200 balles de caution et leur expliquer que tu vas leur rendre à la fin si tout s'est bien passé, rien que ça va te bouffer une énergie. Je confirme. Énorme. Donc quand tu parles d'être rentier immobilier, pense à ce genre de détails. Ensuite, admettons, même si tu as réussi à leur prendre la caution, ok, que tu n'as pas eu de problème à ce niveau-là, admettons qu'à la sortie il y a un pet ou qu'ils t'ont saccagé l'appartement. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais pouvoir te la mettre là ici, tu cliques sur le petit en haut à droite de ton écran, je te mets la vidéo, on m'a saccagé un appartement. Alors au final je m'en suis bien sorti parce que je sais comment parler aux assurances, c'est grâce à l'expérience. Hein. Alors oui, forcément, c'est comme quand on dit les locataires ne payent pas, on va retenir que le mauvais. Effectivement, je vais pas vous mentir, des fois il arrive des dingueries en location courte durée, mais il y en a pas tant que ça au final. S'il y en a pas énormément, sinon je pense que c'est pas un business sur lequel on aurait tenu sur la durée. Ça fait 4 ans, il y en a. Voilà, il y en a, mais c'est pas régulièrement. Et en plus de ça, il y a des process et on va retenir plus souvent ces mauvaises aventures parce que c'est un peu laborieux, c'est un peu chiant à traiter, mais des fois effectivement ça peut être catastrophique ou des fois c'est juste la flemme de régler le problème. Mais en tout cas, ça fait partie du métier. On ne peut pas gagner, je vais exagérer, 2000 € sur une réservation en exagérant un peu et ne pas s'attendre des fois de temps en temps à avoir des couacs. C'est aussi ça le business de l'entrepreneuriat. Parce que j'ai su comment manager les choses, je m'en suis pas mal sorti. Mais heureusement, du coup tant mieux. Si tu veux, pendant toute la période où mon appartement n'a pas été loué, ça a été un manque à gagner. Et puis... Ah bah ça, effectivement, si on n'a pas une équipe d'artisans, de personnes qu'on connaît en tout cas qui peut faire vite les travaux pour vite pallier aux problèmes et envoyer, parce que ce qui est très important, c'est qu'il faut envoyer très rapidement les factures aux plateformes pour être remboursé le plus possible. Donc là, sur Airbnb, ça pose pas de problème. Sur Booking, là, du coup, c'est pour ça qu'il faut passer sur des outils de caution. Mais effectivement, il faut avoir une équipe qui peut très vite passer à l'action pour vite mettre votre logement d'aplomb. Ça a été surtout des soucis, parce que les échanges avec les assurances, les échanges avec la plateforme de location, donc Booking. Donc les assurances, si vous avez les attestations, ça aussi on en parle dans l'ISLP, les petites astuces comme ça, pour se faire rembourser avec les assurances. Comme les échanges avec la femme de ménage qui a constaté les problèmes et les éventuels échanges que j'ai réussi à avoir avec les locataires, je t'assure que ça m'a bouffé beaucoup d'énergie. Ça bouffe beaucoup d'énergie, mais la rentabilité, monsieur, quand même, elle est sympa, non? Enfin, ça dépend de vos chiffres. La location, en courte durée, crois pas que c'est les vacances. Oui, c'est un business où tu peux te permettre de partir 4 mois comme je le fais à l'étranger et de gérer avec... Bon, bah si tu pars 4 mois, c'est quand même des vacances. Ça veut dire qu'il y a quand même une bonne automatisation, et des revenus qui tombent. Parce que si ton truc ne fonctionne pas, tu pars pas 4 mois. T'es tout le temps dans le nez dedans, donc quand même, il y a certains avantages à voir qu'il y a quand même un business qui tourne de façon très autonome, si c'est bien fait. Ton téléphone, oui, ok, il n'y a pas de souci. Et puis en plus, voilà, t'es à l'étranger, tu peux régler les problèmes avec ton téléphone, surtout si tu as une bonne équipe. Donc en gros, t'as besoin en vacances que d'un réseau et d'un téléphone. Surtout si tu parles bien l'anglais, si en plus tu parles l'espagnol, enfin bref.
Et si tu as aussi automatisé pas mal de choses. Et encore, avec les channel managers, maintenant, tu peux faire pas mal de choses. Moi, j'en utilise pas pour plusieurs raisons. Je citerai peut-être dans une autre vidéo. Mais 4 mois, tu pars en vacances, c'est quand même ton business tourne. Bref, si tu parles des langues qui sont très parlées sur notre planète, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir échanger. Et dans les channels, pour ceux qui les utilisent, effectivement, il y avait la possibilité de mettre plusieurs langues. J'ai quand même étudié plusieurs channels et ça, c'est quand même pratique. À peu près avec tout le monde. Mais dès que tu vas avoir des problèmes concrets, des problèmes physiques, des problèmes de matériel à l'intérieur de tes appartements, tu vas voir, ça va devenir une tannée. Ok ? Alors, comme on ne peut pas mettre plus. On retient toujours le négatif. On retient toujours le négatif. Mais ce monsieur vient de dire qu'il est quand même parti, il part souvent 4 mois en vacances. Donc, retenons que c'est pas tout le temps. De 3 appartements. Sinon, je pense pas qu'il partira en vacances. Sur ce business, donc on va. Tout le temps, comme ça, sauf s'il a une bonne équipe. Je reviens un peu en arrière sur ce que j'ai dit, quoi. Donc, je me répète. Parler de 5, parce que moi je fais mon business aujourd'hui avec 5, ok ? Comme. Pareil, on en a 5, 6. On en a 6. Et une petite surprise bientôt. Je ne peux pas aller au-delà de 5. Si tu veux, si demain par exemple je suis en voyage et qu'il me pète un appartement, c'est 1/5 de mon business qui est condamné. Pendant que moi je suis de l'autre côté de la planète, les pieds en éventail sous les palmiers. Oui, mais il en a 5. Ça veut dire que les 4 autres continuent à tourner. Et que du coup, ça aide quand même. Il n'en a pas qu'un seul. S'il n'en avait qu'un seul, il était à l'étranger pendant 4 mois. Ouais, là ce serait compliqué. Je te dirais, gars, effectivement, vaudrait peut-être mieux avant de partir en avoir plusieurs. Là, il en a quand même 4 autres qui tournent. Donc du coup, avec l'argent qui va avoir des 4 autres appartements, il va pouvoir régler plus vite le problème pour son appartement qui a un petit bobo actuellement. Et ensuite, encore une fois, avec une bonne team, tout simplement déléguer et faire le nécessaire s'il a une conciergerie, s'il a des gens avec qui il travaille et lui continuer à faire ses vacances. Et généralement, plus on prend de recul sur l'activité, parce que c'est quelque chose vraiment, il faut prendre du recul. Si vous prenez pas de recul sur l'activité de location courte durée, ça va vous toucher personnellement et du coup, vous allez être stressé et être angoissé tout le temps. Ah, il a cassé ça, ah, il a cassé ci, ah non, je prends pas cette réservation-là parce que vous êtes dans une paranoïa et c'est pas bon. Donc, il faut savoir prendre du recul, savoir apprendre à déléguer et avoir vraiment une équipe d'appoint pour s'il y a un problème, il va vous faire les achats qu'il faut, le coup de peinture, etc., etc. Donc, et en attendant, vous êtes en vacances ou en famille quelque part. Donc ça, c'est vraiment important de prendre du recul et d'avoir surtout une équipe. D'accord ? Mais il va me manquer 1/5 de mes revenus, ok ? Alors si c'est 2, ça me fait 2/5 de mes revenus qui manquent. Donc s'il en a 2 en même temps, oui, mais bon, je ne pas que tous les jours vous avez des murs cassés, des trucs cassés, enfin, en tout cas en 4 ans, je croise les doigts, en tout cas, voilà, c'est très rare. Et c'est palliable, ça se remplace. Généralement, les gens, ils vont casser des télécommandes, brûler peut-être un tapis avec leur chicha, même si on leur dit que c'est interdit. Donc, c'est des choses qui se remplacent assez vite, généralement. D'accord ? Et c'est vite arrivé un drame dans un appartement. C'est très vite arrivé. J'en sais rien moi. Il y a pu y avoir une dispute, ils sont rentrés alcoolisés, il y a un mec, il est resté sur le carreau, tu vois ? Donc c'est la police, les pompiers, etc. T'as des gens complètement... Bon là... Ça arrive. Mais là, c'est pas de notre faute. C'est les 2 personnes qui ont été identifiées qui auront des problèmes avec les autorités et pas vous. Donc c'est des choses vraiment très rares, là, ce qu'ils citent. Là, j'aurais souhaité qu'il donne des exemples un peu plus concrets, ses expériences. Peut-être que c'est une expérience qu'il a vécue. Mais pour vous dire, nous, une fois, la police s'est trompée d'appartement et nous a défoncé la porte parce qu'ils cherchaient quelqu'un et c'était pas le bon appartement. C'est des choses vraiment très rares. En 4 ans, c'était la première fois que ça nous arrivait ce truc-là. C'est pas grave, on a été remboursé, la porte a été changée en une journée et let's go! Je t'ai pris un extrême, c'est vrai. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Crois-moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai entendu des histoires. Ah, ça lui est pas arrivé. Il a entendu des histoires. Ce qui aurait été intéressant dans cette vidéo, du coup, c'est de connaître son histoire, ses problèmes. Parce que là, c'est facile de dire un tel. Là, comme il a dit tout à l'heure, il en a marre d'entendre des choses. Ça aurait été bien de voir du concret, sa propre expérience. Parce que moi aussi, je peux dire, il y a eu ça. La porte, moi, que je vous ai dit, les flics ont tapé et se sont trompés. J'ai des preuves, je vous enverrai sur cette vidéo, vous verrez. Ça nous est arrivé et que ça a été réparé. Et j'étais à la salle de sport. Ça a été réparé dans la journée. Donc, ça aurait été bien de mettre des vrais exemples concrets pour pas non plus effrayer à outrance comme ça et en même temps avec des vrais schémas de résolution, de solution, pardon, ça aurait été, je pense, plus intéressant. Semblable. Tu peux avoir autre chose. La femme de ménage, elle arrive, elle est complètement en train de péter un câble. Elle t'appelle avec le décalage horaire. Toi, il est 2h du matin quand t'es de l'autre côté de la planète. Et elle te dit quoi ? Elle te dit oh là là, si vous saviez, l'appartement il est complètement retourné. Ils ont arraché la télé du téléviseur. Il y a des canettes des bouteilles de bière qui sont cassées. J'ose pas rentrer dans l'appartement. La cabine de douche, elle a été arrachée. Il y a de l'eau de partout. Qu'est-ce que tu fais ? Alors ça m'est arrivé. Ça nous est arrivé. Il y a quelques mois, on était d'ailleurs au Kenya, donc à presque 8 heures de vol de Paris. Et effectivement, la personne qui s'occupe de nos appartements nous a appelé en nous disant qu'il y a eu
un saccage dans l'appartement. Machine à laver, hublot cassé. Je pense qu'il y a dû avoir une bagarre dans l'appartement. Donc l'appartement était dans un piteux état. Et on était au Kenya, en train de visiter sur la plage, bref. Et très sincèrement, j'étais deg, hein, mais j'ai pris beaucoup de recul avec ça parce que je me suis dit, ok, il y a eu un problème, mais comment on va résoudre ce problème? Donc je lui ai demandé, est-ce qu'il y avait rien de grave? Donc elle m'a tout expliqué, elle m'a envoyé les photos. J'ai dit très bien, on va faire une demande de remboursement auprès de Booking. Donc on a fait la demande, on a envoyé les photos. La machine à laver, c'était le hublot qui était cassé, donc du coup on a scellé parce qu'on avait une réservation. Et parce qu'on avait une réservation juste derrière, donc on a expliqué qu'il y a eu un problème. Elle a remis en état le plus possible l'appartement. On a payé des frais supplémentaires de ménage parce qu'effectivement l'appartement était dans un piteux état, mais on en a d'autres, donc du coup ça on pouvait se permettre de payer cette heure supplémentaire de ménage parce qu'il fallait que le bien soit rentabilisé par rapport à la réservation qu'elle est derrière. Donc finalement on a pris beaucoup de recul. J'étais pas effrayée, j'étais agacée un petit peu sur le moment, mais j'ai continué ma journée après sereinement parce qu'effectivement l'équipe de ménage a fait ce qu'elle est. On a appelé aussi dans notre entourage parce qu'à G-House on a des équipes de travaux pour il y avait le plan de travail carrément de la cuisine qui était cassé. Pareil, je vous montrais une vidéo, une photo. On a pu mettre du coup le plan de travail à neuf. On a tout remplacé et ça nous a pris 1 ou 2 jours. Et j'ai continué mes vacances et j'étais pas plus stressée que ça parce qu'on avait une équipe solidaire. Donc c'est ça aussi, c'est comment vous êtes entouré derrière. Est-ce que votre équipe elle est forgée pour? Est-ce que vous avez des contacts et un réseau pour pallier à ce genre de problème et pas partir en panique et en stress? Et du coup, on a continué notre journée plage. Tout simplement. Et ce que je vous dis, c'est pas un exemple de Corinne ou de Magali ou je sais pas, j'invente. Hein. Ce sont des vrais faits, je mettrai tout ça en même temps sur la vidéo. Côté de la planète, tu fais comment? Et après, il peut t'arriver encore d'autres problèmes, des problèmes que j'ai rencontrés dans d'autres copropriétés, parce que lorsque tu veux investir dans un bien hyper rentable, il n'y a pas à chercher trop loin, il va falloir que tu investisses dans de l'ancien, d'accord? Donc tu vas souvent te retrouver dans des immeubles complètement pétés, ok? Toi, tu vas faire de ton appartement qui est complètement pété, tu vas en faire un petit bijou pour qu'il soit attractif, sauf que cet immeuble, s'il est complètement pété, réfléchis un petit peu, il y a une raison. Donc ce monsieur, je pense qu'il ne fait pas de sous-location réelle, il fait beaucoup de location courte durée, peut-être que ce sont ses appartements, en tout cas c'est pas bien précisé, on ne sait pas si il a pris des appartements dans de l'ancien et il fait de la location, ou ce sont ses appartements qu'il a achetés et qui fait de la location courte durée. Ça veut dire que souvent... Mais effectivement, je le rejoins, des fois effectivement les propriétaires ne font pas forcément des rénovations adaptées pour l'isolation et mettent du coup des chauffages grippins et c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous voulez faire un truc propre après, mais après les problématiques existantes, c'est compliqué d'y pallier parce que l'objectif n'est pas non plus de mettre toute votre trésorerie sur des rénovations d'un appartement qui n'est pas le vôtre. Donc forcément, il faut avoir un juste équilibre sur ça et ne pas mettre des choses au final vous n'allez pas repartir avec. Ça, on l'explique aussi dans l'ISLP. Comment choisir correctement un appartement. L'ensemble des copropriétaires ne payent pas ces charges correctement tous les mois. Ce sont des gens qui n'ont... Donc ça, c'est pas votre problème si vous êtes en sous-location professionnelle. C'est le propriétaire, donc ça ne nous concerne pas. Pas d'argent, ok, et qui ne sont pas aptes à aligner pour refaire faire ne serait-ce que des boîtes aux lettres propres, un interphone propre. Donc effectivement, par contre, quand vous faites de la sous-location professionnelle, les parties communes sont importantes. C'est quand même la première image de votre appartement. Et si c'est pas terrible, les gens ne vont pas se sentir en sécurité, vont certainement laisser un mauvais avis, vont peut-être pas vouloir rester, et ça c'est pas bon pour votre image. Donc effectivement, ça c'est quelque chose à prendre en compte dès le départ lorsque vous faites votre recherche pour d'un appartement en sous-location professionnelle. Ça c'est d'ailleurs c'est une réflexion qu'on a en ce moment. Pour un de nos appartements, je vous en parlerai très prochainement. Sécuriser la porte d'entrée, refaire les peintures dans la cage d'escalier, les marches en marbre qui sont... Donc ça, bien évidemment, on va pas faire ça, on va pas aller repeindre toute la copro, c'est pas votre rôle. Si c'est vraiment cata, on passe à autre chose, on va sur autre chose. Tu sens que je te parle du vécu, là, je te parle du concret, je te parle de ma vie au quotidien de rentier immobilier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si tu investis dans une copropriété comme celle-ci, tu vas te gaver. Donc le monsieur investit, il ne le sous-loue pas. Donc le titre de la sous-location, on n'en parle pas beaucoup. Tant que tout va bien, mais le jour où quelqu'un va passer à travers un plancher parce que les planchers sont vétustes et qu'il y a les services sociaux qui vont venir et qui vont dire il faut faire des travaux dans ces cas-là de votre appartement. Si c'est votre appartement, il faut faire des travaux. Après, on n'achète pas quelque chose qui est complètement pourri. On fait un état des lieux avec un artisan qui va aussi vous aider à savoir si l'immeuble est en train de s'effondrer ou pas, est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller. C'est mieux.
il faut faire évacuer l'immeuble, plus personne ne vit là-dedans parce que l'immeuble il est dangereux. Et là, attention, t'as l'impression que c'est extrême, ce dont je te parle, c'est en train de m'arriver actuellement. Et j'ai un immeuble qui est condamné, le syndic nous a complètement laissé tomber parce que l'ensemble des copropriétaires ne payent même plus le syndic et on a ce qu'on appelle un mandataire judiciaire qui s'occupe de notre copropriété. C'est la folie. Un mandataire judiciaire, ça coûte une blinde, ok, et il ne regarde pas, il ne fait pas de comparatif d'un artisan à l'autre, il prend n'importe quel artisan et donc, bien entendu, je suppose qu'il est fait. Bon, j'avance un peu parce que, c'est triste ce qui lui arrive, mais nous, on veut vraiment savoir ce qui se passe sur la sous-loc. Pour l'instant, il n'en parle pas beaucoup, c'est plutôt des expériences en achat. Immobilier locatif plutôt qu'aller porter des assiettes en intérim dans des restaurants ou me faire traiter comme un esclave par certains clients. Mais tu dois bien te sortir de la tête que devenir rentier immobilier, c'est une foutaise. Devenir rentier immobilier, c'est une foutaise. Tu deviens pseudo-rentier. Tout dépend de ce qu'il entend par rentier. Chacun a sa propre définition d'être rentier. Il y a des gens, effectivement, ils sont vraiment extrêmement rentiers de l'immobilier. Après, il y en a qui se disent rentiers de l'immobilier, mais qui galèrent. Voilà. Quelle est la définition de rentier immobilier aujourd'hui? Ce serait ça que j'aurais mis comme titre. Tu ne deviens pas un rentier à 100%, tu ne deviens pas un rentier à temps complet. Si tu souhaites devenir rentier à temps complet, il va falloir que tu trouves des actifs qui sont beaucoup moins chronophages et surtout un business dans lequel l'État n'a pas encore mis son nez dedans. Un business où l'État ne vient pas te dire tu es limité à tant d'actifs, tu es limité à tant de chiffre d'affaires, tu es limité à telle norme de sécurité et d'hygiène. Tu dois te trouver un business qui est encore tout nouveau. Alors tu penses bien que je ne vais pas te laisser en fin de cette vidéo sans solution, bien sûr, à tous ces problèmes que je viens de te donner. Ah, alors est-ce que parmi ce que j'ai dit, il va dire certaines solutions que j'ai données. Depuis que j'ai commencé à recevoir ces courriers de Booking.com qui me dit donc Olivier, tu es limité à 3 appartements par personne, puis Olivier... Puis il faut voir aussi dans les paramétrages de Booking, si ce monsieur le fait en tant que particulier, c'est sûr qu'il va être bloqué. C'est vrai que, et puis c'est sûr que le niveau des commissions et des taxations, ce sera différent. Que s'il est en professionnel et qu'il le met dans les paramétrages, ce sera peut-être aussi différent. Ce système. Ça, j'avoue, je ne peux pas vous dire pourquoi ça fait ça sur lui. Je ne sais pas depuis quand date cette vidéo également, je regarderai, mais c'est assez étrange quand même. Je suis limité plus qu'à un seul appartement par foyer, parce que là, dès que je vais arriver au terme de mes 369, je pourrai le faire qu'avec un seul appartement. Donc en clair, je vais être obligé. Donc là, il parle du contrat 369. Donc j'ai l'impression qu'il est quand même en sous-location, parce qu'en sous-location professionnelle, quand vous faites un contrat, effectivement, vous avez un bail dérogatoire ou peu importe, qui est de 3 ans, et une fois que ce bail est terminé, vous passez sur un bail automatique de 6, et ensuite 9. Et ensuite, normalement, ça s'arrête où il faut recommencer à faire une carence. Mais il n'est pas très clair, on ne sait pas si ce sont... Parce qu'à un moment donné, il parle d'investissement, donc je suis un peu perdue. J'ai d'aller reporter des assiettes, et ça c'est niette, du moins je vais faire... Donc il veut plus reporter les assiettes, et c'est normal, une fois qu'on a goûté au goût de s'auto-gérer, de cette manière de travailler, c'est compliqué. Je comprends de retourner... à des anciennes activités qui ne vous passionnent pas. Tout mon possible pour ne pas retomber dans cette galère, parce que moi la rat race, ou t'appelles ça comme tu veux, le métro boulot dodo, toute ma vie j'ai essayé de le fuir, j'ai mis en place toutes les choses qu'il fallait, et ce ne sont pas toutes ces nouvelles petites règles qui vont venir mindset me changer mon mode de vie. Alors je vais faire mon maximum, je vais me battre, et je te souhaite à toi de faire la même chose. Et donc la solution, c'est la suivante. En tout cas, aujourd'hui, j'ai trouvé une solution qui fonctionne du tonnerre. Ça va te paraître dingue, si tu me suis déjà sur ma chaîne YouTube, tu sais de quoi je vais te parler, c'est la location de véhicules entre particuliers. La location de véhicules. Donc là, on est sur un autre sujet. Donc je pense qu'il a terminé avec la location courte durée. En fait, dans sa vidéo, il parle de plusieurs façons de se diversifier. Mais je vais juste vérifier qu'on parle plus de sous-location, qui a été très rapide d'ailleurs. Tu rentres chez toi, tu as le véhicule. Ensuite, pour le mettre à ton nom, tu vas sur Internet, tu fais ça. Tu es sûr de ne pas faire les mêmes erreurs que n'importe quel débutant dans un vrai rentier. Pour te comparer ça avec l'immobilier, puisque je suis bien placé pour t'en parler, puisque je suis rentier immobilier et maintenant je deviens rentier véhicule. Les investissements dans l'immobilier. Ah, donc maintenant il est rentier véhicule, il est rentier immobilier. Tu peux plus scaler ce business avec des 20. Je t'ai aidé à t'éclairer sur tout ce qui se trouve aujourd'hui sur un... Ok, d'accord. Bon, merci. Du coup, on a vu ce que proposait monsieur Olivier Rico. Donc n'hésitez pas à aller le suivre si vous voulez savoir un peu plus ce qu'il raconte. Et moi, je vais vous faire brièvement mon débrief. Donc du coup, on a fini cette vidéo, donc vous aurez pu remarquer que Olivier parle de plusieurs thématiques de l'immobilier. Alors le titre c'était sur la sous-location, mais c'est vrai que comme une fois, j'ai pas vu la vidéo en entière, donc je la vois en même temps que vous. De ce que je comprends, en fait, il parle de la diversification. L'importance de se diversifier, et c'est là où je le rejoins, qu'il faut pas rester sur un seul business. Quand on est sur un business, il faut pas en avoir un seul. Par exemple, par secteur, si vous avez un bien en immobilier, c'est bien d'en avoir 2. Si vous faites de la sous-location professionnelle, c'est bien d'en avoir 2, 3. Si vous êtes comme lui, il est en train de faire aussi de la location de voitures, c'est bien d'en avoir plusieurs pour justement pallier aux difficultés. Donc ça, c'est quelque chose que je suis entièrement d'accord. Il faut se diversifier quand on est entrepreneur et quand on a déjà
bien ficeler un business, on peut aller partir sur un autre business. Donc ça, je le rejoins. Maintenant, sur la sous-location professionnelle, dans cette vidéo, c'est dommage parce qu'on ne sait pas trop s'il investit, enfin, je pense qu'il a des sous-locations. Maintenant, effectivement, quand on fait de la LCD, il y a quand même des processus à faire. Quand on fait de la sous-location, il y a quand même des règles à respecter. Et ça, on en parle dans l'initiation sous-location 4. Donc, nouvelle session qui va démarrer, qui démarre déjà, ça dépend si vous avez déjà à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, c'était mon premier react. J'espère que ce concept vous a plu. J'en ferai d'autres parce que ça, c'est le premier. Avec cette fois-ci, je pense que je chercherai une vidéo où on parle davantage de la sous-location professionnelle, mais aussi de la location courte durée. Et je réagirai un petit peu sur ces propos pour vous donner en tout cas mon point de vue. C'est pas le point de vue de tout le monde, c'est mon point de vue, ça ne tient qu'à moi. Et je vous dis du coup à très bientôt et à très vite. Ciao, ciao!